Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous sur ce plateau de Ça fait débat. Oui, nous sommes là bien au rendez-vous pour cette émission d'analyse et de débat sur les questions d'actualité politique. On va également s'apaisantir aujourd'hui sur la question du prochain gouvernement. Oui, qui vont constituer le prochain gouvernement? Quel profil, quel objectif, quelle place également pour la femme? Et surtout que nous sommes en ce mois de mars où nous célébrons les droits des femmes. On parlera également de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez que la guerre touche plus les femmes et les enfants. Quelle est l'approche de la femme congolaise dans ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo? Nous avons ici, sur ce plateau de Ça fait débat du 8 mars, des femmes et pas les moindres. Nous avons Madame Véronique Tchala-Bebel, qui est doctorant en économie monétaire et internationale, ambassadrice universelle de la paix, vice-présidente du regroupement AACRD et présidente du parti politique ANCI. Bonjour et bienvenue à vous. Bonne fête de femmes. Bonjour madame. Bonne fête à vous aussi. Nous avons également madame Ernestine Nyoka, qui est avocat à la Cour, mais également vice-ministre honoraire en charge du budget, présidente nationale du parti Congrès des Patriotes démocrates, CPD en sigle, regroupement politique AABG. Bonjour madame. Bonjour Madame Arlette. C'est un réel plaisir de se retrouver encore une fois ici. Merci et bonne fête à vous aussi. Également, nous avons Madame Liliane Iranga, qui est présidente et fondatrice de la fondation qui porte son nom, Liliane Iranga. Bonjour et bienvenue à vous Madame. Bonjour Madame, merci beaucoup pour l'invitation. Nous avons également à côté de ces grandes dames, une autre grande dame, Madame Daisy Foura, qui est de la société civile. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonjour madame. Eh bien, nous allons, aimables téléspectateurs, vous l'avez vu, nous avons ici sur ce plateau que des dames. C'est aussi pour honorer la femme congolaise, la femme qui évolue dans plusieurs secteurs, que ce soit politique, société civile ou encore des SBL et fondations. Elles vont débattre ici sur ce plateau. Aujourd'hui, on commence déjà, Madame Ernestine Nyoka. Vous avez la parole aujourd'hui. On parle de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, toutes les femmes aujourd'hui sont en noir. C'est également pour lever le ton sur ce qui se passe dans cette partie de la République démocratique du Congo. Oui, Madame Arlette, j'aimerais quand même, malgré les tons tristes sur lesquels nous allons commémorer nos droits en ce 8 mars 2024, j'aimerais quand même souhaiter à toutes les femmes, sinon demander à toutes les femmes d'avoir un regard de compassion envers nos sœurs de l'Est du pays, particulièrement au Nord Kivu, à celle de l'Ituri, parce qu'on n'en parle pas assez, à celle de Kwamuntu, parce qu'aussi on n'en parle pas assez. Un regard de compassion pour ces dames, parce que la journée d'aujourd'hui, pour elles, passe un peu dans l'oubli. Elles n'ont pas en présence, à l'esprit, qu'il s'agit d'une fête comme nous avons l'habitude de les choses de la fêter. Donc un regard de compassion vers elles et en tout état de cause, bonne fête, que leurs larmes soient essuyées parce que ce soit leurs sœurs dans toute la République comme à Kinshasa, que ce soit leurs frères, tous nous avons le regard tourné vers eux. Le président de la République lui-même, on l'a vu acteur sur terrain de plusieurs démarches diplomatiques pour que la question de l'Est puisse trouver un répondant qui puisse donner la paix à l'Est du pays. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le 8 mars, mais c'est un 8 mars particulièrement triste parce que, comme vous le savez, celle de Bunagana, qui avait déjà quitté les territoires, celle de Rutshuru, on rejoint, celle de Massissi, rejoint. Aujourd'hui, Saké aussi, en déplacement, parce qu'il y a, c'est mi-figue, mi-raisin, il y a une insécurité. Je crois que c'est en 2 heures, on parlait de plus de 100 000 déplacés, c'est énorme. Une insécurité qui ne dit pas son nom, et particulièrement nos enfants souffrent. Les enfants ne vont pas à l'école, filles comme garçons. Les enfants aujourd'hui ont un problème de malnutrition, alors que nous savons que l'Est est un grenier pour la RDC. Aujourd'hui, c'est eux qui ont la terre fertile, mais aujourd'hui, c'est eux qui sont affamés. Et donc, ne portons pas seulement le pagne, ne portons pas seulement nos robes noires, nos jupes noires, mais il y a réellement, moi j'ai dit, nous autres femmes politiques,
Nous contribuons à notre façon dans divers partis politiques. Le mot d'ordre est déjà lancé, hein, $1 ou son équivalent pour soutenir cette femme qui est en train de souffrir, qui est en train de errer, qui aujourd'hui a quitté sa maison et se retrouve dans un camp de déplacés alors qu'elle est dans son propre pays. Voilà où nous amène l'insécurité, voilà où nous amène la guerre, c'est à déplacer des populations, c'est à perturber des familles, c'est à perturber les enfants qui doivent aller à l'école, c'est à perturber la femme particulièrement. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Mais aujourd'hui, comment allons-nous éduquer cette femme qui est en train de courir dans la nature? Aujourd'hui, comment allons-nous perpétrer notre race? Parce que cette femme-là, elle est violée, elle est violentée. Cette femme qui a un réceptacle et qui accueille et fait grandir l'enfant pendant 9 mois, cette femme ne sera pas capable de le faire. Demain, nous allons connaître, comme dans les sociétés occidentales, nous voyons, ils ont un problème de dépeuplement. On a plus la population d'un certain âge, mais la jeunesse, elle est presque quasi inexistante. Nous risquons de connaître ce dépeuplement. Madame Iranga, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de parler de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais on va le dire, c'est devenu presque un slogan. On le dit, on le répète, mais on sent qu'il n'y a pas un changement. Le changement viendra d'où? De nous, la femme, le changement viendra d'où? De l'État congolais, de l'armée? Je pense personnellement que c'est pas seulement... bien sûr, on voit les politiques essayer de s'activer pour ramener, si je peux dire, la paix dans notre pays, mais tout dépend aussi de l'homme congolais. Qui sommes-nous? Que voulons-nous réellement? Est-ce que ça nous fait plaisir à nous de pouvoir voir cette situation et rester calme dans notre coin? Être ici, porter des pagnes, aller dans des cultes comme c'était organisé tout à l'heure? Est-ce que c'est ça qui va nous permettre de ramener la paix dans notre pays? Moi, je pense que non. En fait, moi, je pense que nous, personnellement, surtout en tant que femmes, nous devions nous lever, c'est vrai, nous devions parler, c'est vrai, mais la prise de conscience aussi, que ce que nous voulons. Parce que nous, par exemple, au travers de la Fondation, nous avons remarqué que beaucoup plus les jeunes filles, par exemple, pendant cette période, avec le conflit et tout ça, n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas accès aux études. C'est vrai, l'insécurité, mais il y a aussi, par exemple, celles dont les parents n'ont pas des possibilités de pouvoir les envoyer à l'école. Alors, nous avons aussi lancé, par rapport à tout ça, nous avons lancé le projet que nous avons dénommé Projet Kelasi. C'est un projet qui vise à pouvoir prendre en charge la scolarité de la jeune fille depuis les études primaires jusqu'à l'obtention de son diplôme d'État. Nous avons lancé ça l'année passée. Télé 50 avait couvert la manifestation. Nous avons couvert ça et depuis l'année passée, nous avons, ici à Kinshasa, nous avons juste 50 jeunes filles que nous scolarisons et nous allons continuer à le faire chaque fois jusqu'à ce qu'elles vont obtenir leur diplôme d'État. Nous sommes allés aussi à l'Est parce que nous avons des représentations dans le Nord Kivu ainsi que dans le Sud Kivu, où nous travaillons surtout pour la prise en charge des enfants orphelins victimes de conflits armés. Nous prenons en charge ces enfants-là, nous scolarisons. C'est vrai que c'est pas facile. Parce que oui, nous avons plusieurs filles qui quittent leur maison, qui fuient, qui sont dans le camp des déplacés. L'autre fois, notre équipe qui était même descendue dans le camp de Kanyaokinga pour pouvoir voir les filles, dans quelles conditions elles vivent, quelles sont leurs attentes, essayer un peu d'échanger avec elles, leur apporter un certain réconfort. Et tout, mais nous nous disons que non, nous devrions prendre conscience de notre problème. C'est vrai qu'on voit ce que les politiques font, nous les encourageons sur leur voie qu'ils entreprennent, mais nous, personnellement, en tant que femmes, nous devrions prendre conscience de notre problème. Nous dire que non, c'est notre pays. Nous voulons, qu'est-ce que nous allons transmettre demain aux générations futures? Qu'allons-nous transmettre? L'amour du pays? Oui, c'est ce qui est important. Parce que nous voyons, si on disait que non, c'est seulement le Congolais, nous ne verrons pas les personnes qu'on est en train d'accuser de pouvoir être en collaboration avec les groupes rebelles. Si vraiment nous aimons notre pays, nous n'aurons pas ça. Mais nous avons ça. Alors qu'est-ce que nous devions faire? Enseigner le patriotisme, enseigner l'amour du pays à tout un chacun. C'est très important. Aujourd'hui, ce que demande cette population, c'est seulement la paix. Parce qu'ils n'ont pas besoin de venir vivre à Kinshasa. Ils n'ont pas besoin d'aller vivre dans une autre province. Ils ont besoin de rester chez eux. Et à ce jour, Madame Désy, la République démocratique du Congo est incapable d'accorder à toute cette population
un chez-soi. Bon, merci beaucoup, Madame la journaliste. La journée aujourd'hui, c'est une journée internationale dédiée aux droits de la femme. Je dis bien internationale. Le droit à la paix et à la sécurité et même au développement, ce sont des droits collectifs, des droits de solidarité, donc qui demandent l'implication de tout le monde. Un seul pays ne peut pas espérer ramener la paix. Il y a des efforts à fournir évidemment au niveau national, car l'obligation de restaurer la paix, la sécurité revient à l'État congolais, normalement. Mais sur le plan international, la communauté internationale, puisqu'aujourd'hui nous parlons de la journée internationale, la communauté internationale aussi ne peut pas abandonner la République démocratique du Congo. Madame la journaliste, ce n'est pas aujourd'hui que la RDC a été agressée. C'est plus de 20 ans maintenant. Des dialogues, des accords de paix. Et jusqu'aujourd'hui, comme nous étions en train d'échanger, rien n'a changé. La population continue à mourir. La population de l'Est est en détresse depuis plus de 20 ans. Et les premières victimes sont les femmes et les enfants. Pourquoi les femmes et les enfants? Puisque les hommes sont ciblés pour être tués, ramenés, aller à la guerre, aller combattre. Et les femmes restent sans défense. Et facilement, on les viole, on les tue. Et donc, ce n'est pas que la guerre a commencé aujourd'hui, c'est moi. Ce que nous devons demander, et même ce que la population de l'Est, à travers les femmes, demande, c'est effectivement d'abord la restauration de la paix. Puisque sans la paix, il n'y a pas d'études. Mais la société civile, que fait la société civile? Vous êtes membre de la société civile. On ne sent pas cette pression de la société civile sur la chose. Je suis en train de dire que depuis plus de 20 ans, nous faisons des pressions. Nous allons dans des dialogues, nous parlons, nous faisons des communications, nous interpellons. Il y a l'accord cadre signé par Addis Abeba, par exemple. C'est la communauté internationale, la communauté régionale, sous-régionale qui est impliquée. Pourquoi n'est pas appliqué cet accord cadre, puisque le M23 est cité dans cet accord? Le Rwanda est cité dans cet accord, et il est demandé à ce qu'aucun pays ne puisse assister les groupes armés pour agresser notre pays. Pourquoi ne pas appliquer ces accords? Puisque nous, la société civile, dans le cadre des droits de l'homme, on demande l'application de ces accords, et surtout aussi, puisque les thèmes internationaux, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. On va accélérer le rythme pendant que les femmes n'ont pas de paix commun. Et donc au niveau international, on demande aussi l'implication obligatoire dans la restauration de la paix. C'est clair et net. Donc aujourd'hui, la communauté internationale, nous sommes le 8 mars, ne peut pas se voiler les faces. Nous sommes abandonnés. Les femmes sont abandonnées. Les femmes sont tuées au détriment même des droits internationaux humanitaires. Les droits internationaux humanitaires que pendant les conflits armés, que les femmes et les enfants soient protégés, que les civils soient protégés. Mais que font cette communauté internationale? Puisqu'au niveau interne, c'est vrai, il y a des efforts. Il y a des efforts, nous voyons les présidents aller dans des contacts partout, il y a des efforts au niveau gouvernemental. Mais je vous ai dit que seul, la RDC ne peut pas dire qu'il peut ramener la paix, il faut la solidarité internationale. Donc nous, pour la société civile, nous demandons qu'on puisse appliquer les accords de paix qui ont été signés au niveau international, régional, sous-régional. Pourquoi on s'était, alors qu'on vient de nommer aussi le professeur Tumbalomba, on doit appliquer cet accord. C'est ce que la société civile demande, l'application des accords. Ce n'est pas une pression, c'est un accord qui est là. Si on applique, je pense que les femmes peuvent espérer à la paix. Puisque tout ce que les femmes délaissent, c'est la paix. À quoi nous travaillons aussi avec des femmes en milieu rural. Ici au plateau de Vateke, il y a le Mobondo qui est même ici à côté à Kinshasa.
Les bonbons de soja, nous ne savons pas être nourris puisque les femmes, les paysans ont fui. Des villages comme le village d'Ounou, Kimpeti, ils ont fui, ne peuvent pas cultiver à cause de ces compliqués-là. Donc tout ce qui s'est passé à l'est, tout ce qui se passe à l'est est en train de venir au centre, à l'ouest et même ailleurs. C'est pourquoi nous, la société civile, nous demandons la solidarité, évidemment nationale, sous-régionale, régionale et internationale pour que les femmes et les enfants puissent arriver à espérer à la paix. Madame Véronique Tchada, aujourd'hui, si on devrait prendre les accords, l'application des accords politiquement, on voit ce lobbying, mais on sent qu'il n'y a pas de répondant, on sent que rien ne bouge. Aujourd'hui, après autant d'années, on ne peut pas dire qu'il y a une nette amélioration de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. La situation va de mal en pire, en dépit de tous ces textes, en dépit de tous ces déplacements, ces tentatives du chef de l'État qui n'aboutissent pas à grand-chose, il faudrait le dire quand même. Merci beaucoup, Madame Arlette, de m'avoir associée à ces grands plateaux de débat au féminin, je vais dire, parce que c'est un débat entre femmes, étant donné que c'est le 8 mars. J'aimerais commencer par présenter ma compassion à toute la population de l'Est de mon pays, et spécialement aux femmes, à nos enfants, à nos petits-enfants qui souffrent, qui sont en train de errer ci et là. Lorsque je regarde les images de l'Est de mon pays, je suis déchirée, Madame Arlette. J'ai très mal au cœur. Et parfois, je me demande, mais apparemment, je deviens impuissante à ce qui arrive à mes sœurs, à mes frères, à mes enfants qui sont à l'est du pays. J'aimerais dire à Madame Daisy, ma sœur, on doit accélérer le rythme. Nous devons accélérer le rythme, cela veut dire nous devons faire la pression la plus totale, nous les femmes. Je me rappelle en 2012, quand Goma était tombé, pour la 1e fois, parce que cette guerre, comme Madame Daisy venait de dire, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait bientôt 3 décennies que l'Est du pays est en guerre. Et je me rappelle qu'en 2012, Goma tombait pour la 1e fois. Et j'étais chez moi avec une sœur, Madame Monique Kandé, d'heureuse mémoire, et on nous annonçait que Goma venait de tomber. Et j'ai regardé Monique, je lui ai dit, ma sœur, je pense que c'est la femme qui va sauver ce pays. Monique, on va s'élever, on va aller demander à la MONUSCO ce qu'elle fait dans notre pays. Et là, ça faisait déjà une dizaine d'années que la MONUSCO était. Nous sommes en 2012, aujourd'hui nous sommes en 2024, ça fait 12 ans. Donc, et là, ça faisait déjà une décennie que la MONUSCO était dans notre pays pour le maintien de la paix et qu'il n'y avait pas la paix dans le pays. Et vous vous rappellerez de la marche des femmes en noir. C'était suite à cette initiative que nous avions prise avec Madame Monique Kandé. Mais où sont parties ces initiatives aujourd'hui? C'est ça. Où sont les femmes? On ne sent pas la femme. Je vais arriver là, Madame Arlette. Ça fait mal au cœur. À un certain moment, on se demande, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On tourne en rond. Il y a des milliers, des millions de morts. C'est le plus grand génocide qui ait existé au monde. Le génocide de la RDC. Et je me rappelle que déjà en 2012, lorsque nous avons marché pour demander à la MONUSCO de quitter notre pays, nous sommes en 2012, on sentait qu'il n'y avait pas le maintien de la paix. Et ce jour-là, nous avions assisté à la plénière à l'Assemblée nationale
et il y avait une motion d'information qui avait été donnée par le feu Dr Machako Mamba et qui expliquait comment la MONUSCO a laissé entrer les rebelles jusque dans notre pays et après ils les ont encadrés, ils les ont laissés entrer. C'était révoltant et ça n'a pas changé depuis. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, nous devons monter de diapason. Nous devons accélérer dans la pression. Nous devons demander à la communauté internationale d'arrêter de soutenir les rebelles qui tuent et qui pillent le pays. Ils doivent arrêter. On a assisté pendant 5 ans le chef de l'État qui a fait un ballet diplomatique de grande valeur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a pointé du doigt que c'est le Rwanda qui agresse. Mais après, il n'y a rien. Seulement, attendez madame, après, il n'y a rien, on se demande... Non seulement que c'est le Rwanda, mais qu'il est soutenu par la communauté internationale. Madame Désy, le Congo est seul devant sa destinée. Parce que qui est avec nous? Il y a très peu de pays qui sont avec nous. On a vu que la communauté internationale est avec les rebelles, est avec le Rwanda. Qui soutient le Congo? La communauté internationale n'est pas avec nous. Il n'y a pas de sanctions. Aujourd'hui, ils osent dire le Rwanda doit arrêter. Mais quelles sont les sanctions? Il revient à nous, les Congolais, de prendre le devant. S'il faut faire la guerre, eh bien, qu'on fasse la guerre. Parce que sinon, on n'aura jamais la paix. Et il y a un adage qui dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Il faut la préparer et il faut la faire une fois pour toutes. Il faut faire la guerre. Faire la guerre aujourd'hui, on se dit, faire la guerre, mais le chef de l'État l'a dit, il y a des préalables, il y a des textes, et il ne faudrait même pas qu'on arrive à tomber aussi dans le piège de l'agresseur. Parce que, disons-le, quand on parle des rebelles, on parle des Codeco, on parle des M23, c'est qui? C'est des Congolais? Non. Madame Arlette, il ne faut pas pointer d'abord les Congolais. Nous sommes pris en otage. C'est ça ce qu'il faut essayer de retenir. Même lorsque vous entendez Madame Désy l'a dit, Madame Véronique, Madame Liliane. Ouais, tout le monde l'a dit. En fait, nous-mêmes, nous ne le disons pas assez. La RDC aujourd'hui, elle est seule. Souvenez-vous, il y a à peine quelques temps, il n'y a même pas encore un mois, l'Union européenne, hormis le fait qu'il y a l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013, qui déjà donne l'instruction à la communauté internationale l'attitude à prendre vis-à-vis de la paix en RDC, vis-à-vis de la démocratie, vis-à-vis de la richesse minière de la RDC. Tout est déterminé dans cet accord. L'Union européenne s'élève un matin, sachant très bien que le Rwanda n'a pas de richesse, parce que le Rwanda n'est qu'un valet. La communauté internationale, de manière générale, est en train de nous faire pression. C'est la communauté internationale qui en veut à nos richesses. Le Rwanda qui utilise les M23, l'Ouganda qui se mêle de temps en temps, ça ce ne sont que des valets. Aujourd'hui, l'affaire est ouverte, elle est tout à fait chose claire plutôt qu'il y a une main et la main c'est la communauté internationale. L'Union européenne s'élève, comme je disais, signe un accord avec le Rwanda. Pour quel minerai? Mais vous n'avez pas réagi. Le Congo ne réagit pas. Le Congo a réagi. Le président de la République, très récemment, je pense qu'il a fait sa tournée, son ballet diplomatique. Il était en Belgique. Il a demandé pour qu'il y ait des sanctions à l'endroit des choses. Mais aux côtés de ces démarches du chef de l'État, cette pression qu'on veut voir ici à Kinshasa et à l'est de la République démocratique du Congo, une mobilisation tous azimuts. Madame, le peuple c'est est déjà cette pression-là, c'est cette pression-là qui va justement... Parce que nous avons même chassé à maintes reprises la MONUSCO. On se dit, les politiques que vous êtes, vous vous mobilisez quand il y a la question d'intérêt. Il y a plus de 20 ans dans ce pays. Mais la MONUSCO ne fait pas grand-chose.
à part nous aider quand il y a le processus électoral, elle essaye d'amener les kits électoraux dans les coins qui sont... Mais il n'est pas venu pour ça, la MONUSCO. Elle n'est pas venue pour ça. Les coins assez reculés. Non, non. Dans l'accord qui nous a mis ensemble avec la MONUSCO, il y a un volet de la partie démocratie. Oui, ce n'est pas sa mission principale. Ce n'est pas la mission principale, mais il y a aussi ces volets-là. Pour qu'ils nous ramènent la paix, ou ils sont capables de nous ramener la paix, ou ils ne sont pas capables, ils quittent le Congo. Mais que la MONUSCO quitte le Congo, il y a quand même, moi je pense, hein, il y a quand même, ils ont renouvelé. C'est vrai qu'il y a des procédures, il y a des processus à suivre, mais je pense qu'avant tout, il y a nous-mêmes le Congolais. Nous-mêmes le Congolais. Hommes comme femmes, c'est nous qui amenons aussi l'infiltration. C'est nous-mêmes aussi qui allons faire les deals pour avoir certains minéraux. Nous-mêmes le Congolais. Mais nous-mêmes le Congolais au niveau gouvernemental, nous devons être plus qu'efficaces. Moi je dis qu'il faut soutenir le FARDC. Soutenir les FARDC. Moi je dis qu'il faut du matériel au FARDC. Allons négocier. Yoka. Oui, nous avons déjà beaucoup négocié. Je donne un exemple clair. S'il vous plaît, oui. C'est important. Allons négocier, nous avons déjà beaucoup négocié, puisqu'on a même déjà des accords. On ne va pas chaque fois aller laisser sa main pour qu'après on nous prenne tout le bras, et peut-être demain qu'on nous prenne l'épaule, qu'on nous prenne aussi les jambes et tout. Non! Aujourd'hui, c'est qu'il faut une avancée en frappe par le FARDC sur le terrain de la guerre. Il faut une avancée significative. Et pour ça, il faut s'occuper de l'homme militaire, il faut s'occuper du matériel militaire, il faut s'occuper de tout ce qui est logistique qui accompagne le militaire. Il faut une frappe chirurgicale, une avancée réelle. Nous faisons reculer l'ennemi. Après, nous pouvons maintenant dire, bon, vous, communauté internationale, vous voulez qu'on négocie, mais après les avoir suffisamment chassés. Mais bien avant ça, nous, les femmes, nous pouvons marcher, pleurer, nous pouvons nous habiller en noir, nous pouvons dire tout ce que nous voulons. La chose n'avancera pas et on sera toujours des victimes. D'abord, c'est l'action gouvernementale. Le chef de l'État est allé discuter de la chose. On dit soutenir l'armée. Je donne un exemple. Nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On parle du train de vie des institutions. Je n'ai vu aucune femme hausser le ton, politique, membre de la société civile, soit-elle, pour dire que en ce net moment où nous devons soutenir l'armée, où nous devons renforcer les matériels militaires, le train de vie des institutions doivent, si pas rester la même, baisser. Mais on augmente. Au vu et au su de tout le monde, des membres de la société civile, des politiques, des ASBEL, personne ne dit mot. Quand vous augmentez ce train de vie, quand vous faites ce... ça démontre à suffisance que la question de la guerre ne vous intéresse pas. La population est en train de voir ça. Et c'est devant cette population que vous demandez de se mobiliser. De se mobiliser comment pendant que vous, votre train de vie augmente, eux sont à la traîne en train d'observer tranquillement. Et apparemment, c'est comme si la société civile aussi jouait le jeu actuellement des politiques. Parce qu'en ce net moment, la société civile pouvait donner l'impulsion associée aux politiques. Et il y aura un autre temps. Madame Arlette, la société civile aujourd'hui n'existe plus en RDC. La société civile, elle est inféodée. Moi, j'aime donner un petit exemple dans les années 90. Bati Lukwebo était dans la société civile. C'était vraiment un fervent batailleur de ce côté-là. Mais quand il a senti qu'il y avait des limites, où la société civile ne pouvait plus continuer, parce que c'était à l'époque Mobutu, mais c'est mieux en politique. Il a quitté l'étoffe de la société civile pour prendre l'étoffe du politique. C'est vrai que c'est dans le politique qu'on fait aussi avancer les choses. Mais la société civile a un rôle primordial. La société civile est un groupe de pression, une force qui doit s'interposer contre ce qui ne va pas au niveau du gouvernement et pouvoir donner une impulsion pour faire changer les choses. Mais regardez-nous ce qui se passe chez nous. La société civile s'aligne. D'abord, la loi électorale lui permet d'entrer dans le processus électoral. Quand elle a adhéré dans un regroupement politique, on aligne les différents candidats. Ce n'est plus une société civile, ça ressemble à un parti politique un peu camouflé. Tout le monde est dans les politiques. Le vrai rôle qu'elle doit faire, on ne l'entend pas. On ne voit pas, on ne sent plus.
la société civile a quitté son vrai rôle. Mais au-delà de la société civile, c'est vrai que nous, politiques, nous avons aussi un rôle à jouer. Moi, je pense principalement que les rôles qui seraient les meilleurs, les hommes ont leurs intérêts, mais les femmes ont leurs intérêts. Ma sœur Véronique ne me contredira pas. Elle est chef de parti politique, comme moi-même je suis chef de parti politique. Dans nos partis des femmes, nous avons une réflexion différente. Mais qu'est-ce qui manque aux femmes de manière globale? Femmes politiques, femmes des sociétés civiles ou femmes des associations et tout. Qu'est-ce qui manque aux femmes? C'est, on va dire, une dose de fonds, d'argent, économiquement, avoir, on ne va pas dire les poches très garnies, mais quand même un minimum de moyens que pour permettre de faire certaines actions. Il y a des actions de lobbying qui ne se font pas seulement avec la bouche. Il faut passer dans les différentes chaînes de télévision, ce n'est pas seulement chez nous, hein. Il faut aller aussi à l'international, il faut aller assister à certains forums qui se font au niveau international pour pouvoir faire des lobbying. Mais vous allez y aller comment? À pied? Vous devez prendre un avion, vous devez aller être logé quelque part. Il faut qu'on entende la voix de la femme congolaise. Vous êtes dans les partis et regroupements politiques. On va attaquer la société civile, je dois quand même parler. Dans nos regroupements politiques, ne pensez pas qu'on fait des cadeaux aux femmes. On ne fait pas des cadeaux aux femmes. Et même on nous met les pots de bananes, hein, pourvu que vous puissiez tomber. Et les hommes continuent leur bonhomme de chemin. Donc c'est une lutte acharnée. Pour nous, nous disons, il n'y a que la femme. Malgré qu'il faut prendre les armes, malgré qu'il faut faire la guerre, malgré que la société, la communauté internationale nous fait pression, c'est des hypocrites, ils souffrent le chaud, ils souffrent le froid, et ils sont dans leurs intérêts, nos minéraux sont quelque chose de très important pour eux, et ils nous font pression. Il n'y a que la femme peut s'élever. Et d'ailleurs, moi je me dis, peut-être que cette fois-ci, le président peut penser à nommer une femme Premier ministre. Je pense que c'est le lobbying de la femme qui aura un regard sur sa compatriote femme, qui aura un regard sur les enfants qu'elle-même met au monde, qui sont en train de souffrir. Je crois que la donne pourra peut-être changer. Madame Liliane, avant de prendre Madame Désy pour justement répliquer sur la question de la société civile. Mais comment arriver à fédérer toutes ces femmes, politiques, non politiques, aujourd'hui? Parce qu'il y a de ces femmes qui n'attendent que ça. Il y a de ces femmes qui... Et on se dit déjà que vous, les femmes, vous êtes trop compliquées. Compliquées à voir, même sur le plateau. Je bénis le Seigneur aujourd'hui. Je suis... Est-ce que vous avez eu de problèmes à nous avoir? Pas du tout, pas du tout. Ça, je l'avoue. Ça, je l'avoue. En tout cas, nos téléphones sont ouverts. Voilà. Mais déjà qu'elles sont à compter du bout de doigt, déjà qu'il y a une, je vais quand même le dire, une politique, il n'y a pas de politique gouvernementale pour la promotion en soi de la femme. Très bien. Il n'y en a pas. Les femmes qui sortent du lot, elles se démêlent pour sortir un tout petit peu du lot. Et malgré ça, on ne s'en occupe pas. Voilà, on ne s'en occupe pas. Au contraire, on les met, comme vous l'avez dit, des bâtons dans le roue. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir une ouverture pour la femme en général de la République démocratique du Congo, pour une organisation d'ensemble, pour lever le ton sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, sur des questions primordiales, c'est-à-dire l'insécurité, le gouvernement qui est attendu très bientôt, les postes de décision, parce qu'il ne faudrait pas mettre cette femme que pour faire de la figuration, ça veut dire oui, on a respecté les gens, elles sont là. Vice-ministre. Oui. C'est-à-dire des femmes, leur arriver à se regrouper, pas seulement dans les regroupements partis politiques, non. C'est-à-dire fédérer ensemble pour que la question de la femme de 50-50 que le chef de l'État avait dit lors de sa dernière sortie médiatique au cours de du briefing, puisse être respectée. Personnellement, je pense que les femmes doivent d'abord elles-mêmes aussi se soutenir. Madame Nyuka vient de dire tout à l'heure qu'elle aimerait bien, c'est un souhait, qu'elle aimerait bien que nous ayons une femme première ministre, mais vous verrez, juste quand on propose cette dame-là, parfois ce ne sont même pas les hommes qui combattent. Il peut y en avoir quelques-uns, mais souvent si ce sont d'autres femmes.
qui s'élèveront pour dire non. Pourquoi elle? Parce que dans la plupart des cas, on met des personnes incompétentes. Ah. Dans la plupart des il faudrait des personnes Dans la plupart des Oui. cas, on prend des personnes qui sont les incapables et incompétentes. Mais C'est ce que je voulais dire. Et le mettre là pour les manipuler tout simplement. Si vous trouvez, c'est ce que j'ai toujours dit même ailleurs, si vous trouvez que cette dame, elle est incompétente, parlez-lui. Je vais citer, dans la volée, les femmes ne me tenaient pas rigueur. Madame Véronique Tchala, elle est compétente. Madame Ernestine Yuka, elle est compétente, elle en a fait preuve. On prend, par exemple, dans l'opposition, l'ancienne speaker du Parlement. Madame Mabunda. Madame Mabunda. Mabunda, oui. C'est incontestable. On prend l'ancienne ministre du genre qui est au PPRD. Geneviève Nagossi, l'autre, Marie-Ange Lukiana. On prend la récente, Gisèle Ndaya. Bien avant Gisèle Ndaya. Celle qui est venue avant Gisèle, elle était au PPRD. Elle est au PPRD jusqu'aujourd'hui. Béatrice Loméa. Béatrice Loméa. oui. C'est autant de femmes. Il y en a. Autant, ça c'est seulement les politiques d'ailleurs que j'ai cité. Autant, mais on verra que lorsqu'il faut sélectionner ces femmes, les politiques s'arrangent à nous proposer des gens là vraiment sans tête ni queue. Alors, vu que Madame Ernestine est politique, alors on va lui poser la question de savoir pourquoi est-ce que les politiques travaillent ainsi, pourquoi est-ce qu'ils orientent leur choix vers ces femmes-là. Madame Ernestine, c'est elle qui est mieux placée. Madame Véronique, on se pose la question. Comment ça arrive? Comment Vous déjà rien que dans l'Union sacrée. Le présidium. Où sommes-nous, nous, les dames? Dans le présidium de l'Union sacrée. Attends, madame Où sommes-nous, Madame Ernestine, Véronique? je vais vous dire quelque chose Elle a bien dit que les femmes, lorsqu'on nomme une femme, aujourd'hui, nous disons, c'est le moment que le chef de l'État montre que c'est le champion de la masculinité positive, mais qu'on nomme une femme Premier ministre. Et ce ne sont pas des femmes compétentes qui manquent dans ce pays et capables d'assumer ce poste de Premier ministre. Madame Liliane venait de dire, souvent c'est nous les femmes qui combattons les autres femmes. Les hommes combattent aussi les autres hommes. Oui. C'est pas un phénomène type aux femmes. Non. Les hommes combattent. C'est un Sérieusement d'ailleurs, politique, c'est un phénomène de société. Les hommes combattent aussi les hommes. Mais si vous voyez une femme qui combat une autre femme, il faut bien regarder de près. Dans notre société politique, lorsqu'on veut nommer les femmes, ce ne sont pas souvent les femmes politiques, les femmes battantes, les femmes qui œuvrent dans la société politique et des femmes compétentes. On en a vu combien sur les réseaux sociaux, gouverneurs qui savent même pas prendre la parole et dire une phrase en français. On en a vu combien de femmes ministres capables de tenir une activité. Et elle a sombré pendant tout le mandat parce qu'elle est incapable de faire une activité et qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui travaille effectivement. Et ça, c'est une façon d'humilier la femme congolaise. C'est comme si dans la société congolaise, il n'y a pas des femmes capables. Mais on en a beaucoup des femmes professeurs d'université, des femmes compétentes, des femmes expertes, des femmes médecins, des femmes juristes, des femmes avocates, pas n'importe lesquelles, des femmes journalistes et des femmes compétentes. Il y en a. Moi, je vais vous donner un petit exemple de moi-même. Lorsque le chef de l'État arrive, il appelle aux concertations. Les femmes ont été les premières à soutenir les concertations pour qu'il y ait effectivement cette rencontre du chef de l'État avec toutes les classes politiques. Nous savons même marcher pour soutenir. Et imaginez-vous, j'étais si pas la deuxième, moi qui vous parle, si pas la deuxième, j'étais la troisième personne. Et ça, le président Bati Lukwebo, qui était à l'époque informateur, je pense, formateur ou informateur, de l'Union sacrée, m'a reçu avec un groupe de 17 partis politiques. Je suis parmi les femmes qui ont pratiquement contribué à la fondation de cette Union sacrée. Il y avait 24 regroupements politiques
et parmi lesquelles il n'y avait que 2 femmes qui étaient chefs des partis politiques. Mais demandez-vous pourquoi je ne suis pas dans le gouvernement. Demandez-vous. Même dans le présidium. Même pas dans le présidium Même pas. de l'Union sacrée. Il n'y a pas On de n'a dame. même pas pensé à moi. Mais j'étais là. J'ai amené un regroupement. J'ai été reçue par le président Bahati avec tout le regroupement. J'ai parlé pour soutenir l'initiative du chef de l'État. J'ai été reçue par le chef de l'État, les 24 premiers chefs des regroupements politiques. J'ai été reçue par le chef de l'État à l'OUA, non, au Palais de la Nation. Je ne suis ni dans le présidium de l'Union sacrée, même pas dans le gouvernement, parce qu'il y a eu un malaise. C'est juste pour vous dire, les femmes, il y en a. Les femmes compétentes, il y en a. Mais on n'en veut pas dans ce pays. On n'en veut pas. On ne veut pas des femmes compétentes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on nous dise? Mais tous les hommes qu'on nomme, ils ne sont pas compétents. Ah oui. Moi, je peux vous dire, j'ai été plusieurs fois conseiller des ministres, même conseiller du Premier ministre. Je peux vous dire que ce ne sont pas tous les ministres hommes qui sont compétents. Je le connais parce que j'ai travaillé avec eux. Je peux vous dire, tel, c'est un compétent, tel est compétent, tel, il a été ministre, mais il n'a pas été à la hauteur. Donc, Madame Arlette, si aujourd'hui on demande d'accélérer le rythme, eh bien c'est le gouvernement qui a la tâche d'accélérer le rythme à la promotion de la femme congolaise. C'est la tâche du gouvernement. C'est pas la tâche, c'est plus à la femme de faire une pression outre. Non, je pense qu'on en a fait assez. Si aujourd'hui on parle de toutes les grandes dames, les Madame Lukiana et consorts, nous avons fait des plaidoyers, nous avons fait des marches, nous avons fait des sittings. Nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui avec 2 lois qui réglementent même les violations faites à la femme. C'est tout le travail fait par la société civile, la société politique, mais fait par les femmes. Aujourd'hui, on est à ces résultats-là qui restent timides dans la promotion, dans la responsabilisation de la femme, dans la res publica, ça reste très faible. Regardez les élections qui viennent de se passer. À peine 60 ou 66 femmes. 67. Mais il y en a eu beaucoup quand même qui sont allés aux élections. Mais il n'y a rien eu. Parce que ça a été des nominations. Mais pourquoi on n'a pas nommé aussi les femmes qu'on a vues sur terrain mouiller le maillot pour l'élection du chef de l'État? Moi, je peux dire, s'il y a eu des bonnes élections cette année, c'est les élections présidentielles. Parce que là, j'ai été dans plusieurs provinces et j'ai vu comment la population a estimé son désir de revoir encore le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux commandes pour ces nouveaux mandats. Et ça, la population l'a exprimé. Et ça, il n'y a pas eu que les hommes qui l'ont fait. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont mouillé le maillot, plus même que les hommes. Il faut voir les campagnes menées par les femmes. On a vu ça dans nos forums des femmes, comment les femmes se sont débattues pour aller dans des provinces, pour demander à ce que les femmes se mettent debout, qu'ils aillent voter, qu'ils aillent faire, qu'ils votent pour le chef de l'État, qu'ils fassent. Mais ces femmes, elles ont mouillé les maillots. Mais lorsqu'il a fallu faire la sélection, parce que pour les législatives, je veux dire que la CENI n'a pas laissé parler les élections, c'était une sélection, une nomination, mais on n'a pas nommé autant de femmes. Mais Madame Dessy, aujourd'hui, on vous pointe du doigt, la société civile qui verse aussi en politique. Si elle n'accompagne pas les politiques... Effectivement, je voulais vraiment réagir en disant que la société civile existe effectivement, mais la question que je demanderais, qui noyote les acteurs de la société civile? On doit parler de la société civile comme institution et certains acteurs de la société civile. Quand les actrices politiques
disent qu'il n'y a plus de société civile. La société civile est devenue politisée. Mais qui politise les acteurs de la société civile? Qui se laisse politiser? Qui se laisse politiser? C'est certain. On ne peut pas généraliser la société civile. C'est la majeure. On doit parler de certains acteurs sont manipulés par les acteurs politiques. Certains. Mais la société civile comme institution reste et mène ses actions. Elle reste une coquille vide. Attends, non, très bien. Non, c'est une coquille vide. Nous allons vous démontrer que s'il n'y a pas de plaidoyer, s'il n'y a pas de plaidoyer de la part de la société civile, qu'est-ce que les politiques peuvent faire? Nous menons des pressions. Mais regardez, ils font ce qu'ils veulent, Madame Désir. Le politique est en train aujourd'hui de faire ce qu'il veut faire parce qu'il n'y a pas une société civile. Il n'y a pas de pression. Madame Désir, nous sommes en train de parler de la paix. Oui. Aujourd'hui, on parle des élections. Oui. Il y a eu des machines, il y a eu bourrage, il y a eu ceci. Aujourd'hui, la plupart des gens parlent des nominations. La voix de la société civile est où? Mais la société civile s'exprime. La société civile écrive, la société civile s'exprime. Est-ce que vous voulez? Mais c'est faible, mais nous parlons. S'il n'y a pas de volonté, s'il n'y a pas de volonté politique d'améliorer, tapez le poing sur la table. Nous parlons, nous menons des pressions. Ne parlez pas suffisamment parce que vous êtes en train de m'étouffer ici. Apparemment, vous ne me laissez pas. Je vous protège. Parlez. Je vous protège, madame. Madame Ernestine a parlé du président Bahati qui a mué en politique. Mais c'est un droit politique. En tout cas, je voulais que nous puissions vraiment comprendre que le droit politique, c'est un droit reconnu à toute personne humaine. Donc, si le président Bahati a été président des Sotico, il est allé en politique, c'était son droit, il a continué en politique. C'est qu'on refuse au membre de la société civile. Il s'appelle société civile, il s'appelle société civile, il n'a pas pris la société civile, il l'a incorporé dans les politiques. Nous, on n'a pas fait ça. Il a fait la part de choses. Il a laissé la Sotico continuer. Voilà. C'est comme ça, non? Oui. Par exemple, lui, il est parti. Moi, si je me décide de m'engager totalement en politique, je vais laisser mes structures. Les femmes solidaires pour la paix vont continuer avec d'autres. Les réseaux, puisque vous avez parlé des synergies, nous ne travaillons pas en solo en tant que femmes. Il y a des regroupements, il y a des synergies. Nous avons mis en place la synergie congolaise des femmes défenseurs des droits humains. Effectivement, pour ramener les femmes à être formées, à être fortes dans les plaidoyers, dans les lobbies, dans les mobilisations, pour que ces femmes-là qui défendent les droits se mettent ensemble pour que la voix de la femme soit entendue, soit avec des pressions. C'est comme ça qu'on ne doit pas travailler en solo. On travaille dans des synergies, dans des regroupements pour que nos voix portent. Maman Désir, on ne dit pas que vous travaillez en solo, maman. Non. Moi qui vous parle, j'ai fait plus de 30 ans dans la société civile. Maintenant vous êtes où? C'est ça que je attendez, je vous dis. Vous voyez, il faut faire la Elle a quitté la société civile. Elle a quitté la société civile. C'est mieux en politique. Mais vous qui restez dans la société civile, quel est votre moyen de pression? On ne vous sent pas. C'est que moi, personnellement, vous devez être un contrepoids au c'est que moi, pouvoir. ici, en tant que nous ne vous société pas. civile, je regrette. C'est qu'il y a des femmes, contrairement aux hommes. Vous avez parlé des Bahati. Le président Bahati est parti. Il a drainé beaucoup de membres. Il a donné du boulot, il est parti. Mais nous, en tant que femmes, il y a des femmes qui ont été même des hauts cadres dans la politique, mais qui sont en train de revenir. Au lieu de continuer aussi, ils reviennent dans la société civile. Ça aussi, ça nous humilie un peu. C'est-à-dire quand vous vous engagez, moi personnellement, je serais fière de voir des femmes qui ont été des ministres, qui ont été des je ne sais qui deviennent comme nos mentors et qui continuent, qui sont maintenant des premiers ministres, des ministres, mais ne revenez plus aussi. La même chose que vous dites là. On utilise la société civile comme voie de sauvetage. Voilà, vous partez, et puis en plus, quand vous avez échoué là-bas, vous revenez. Soyons comme des hommes aussi. Puisque les hommes, quand les hommes s'engagent en politique, ils s'engagent, ils partent jusqu'au bout, ils ramènent même les autres en politique. Mais certaines de nos leaders femmes
sont en train de nous rejoindre encore. Aujourd'hui, on se dit justement, puisqu'on Bon, parle, c'est pas on possible, parle des ça. postes ministériels, on Ça, passe c'est pas possible. du gouvernement. Ça, Quel c'est doit pas être le possible. profil aujourd'hui? Non seulement du chef du gouvernement, mais aussi des membres du gouvernement. On en a vu défiler ici avec des surnoms et des surnoms, des warriors, des guerriers, je ne sais qui. On se dit finalement, quel sera le prototype du gouvernement qui va sortir bientôt? On fait le tour de table. On commence par Mme Tchala. Madame Arlette, j'aimerais que les politiques congolais comprennent que l'heure n'est pas à la dispute des postes. Le politique congolais aujourd'hui, il a la boulimie des postes. On veut tout avoir seul et pour sa famille. C'est très important ce que je suis en train de dire. Le politique congolais a la boulimie aujourd'hui des postes. Il a tout fait. Il est député, il est élu, entre guillemets, député national, député provincial. Maintenant, il est dans la course pour les sénatoriales, gouvernorat, les mêmes personnes. N'oubliez pas qu'ils sont dans la course pour le gouvernement. Poste ministériel. C'est pour faire quoi? C'est pour apporter quoi? Quand vous voyez déjà le profil de ces genres de personnes, ce ne sont pas des personnes qui sont patriotes. Non. La situation actuelle du pays, elle est extrêmement grave. Où nous avons besoin d'un Parlement fort qui doivent édicter des lois qui sont capables de répondre, de donner des solutions idoines aux problèmes du Congolais aujourd'hui, qui est en guerre, qui est affamé, qui cherche à boire, qui manque de l'électricité, qui manque de transport en commun. Madame Arlette, je viens de ma province, la province du Kasaï oriental. Il n'y a pas un seul taxi. Je dis bien, une seule voiture, même ketch soit-il. Un ketch taxi, ça n'existe pas ici, à 1 heure de vol de la capitale. Il n'y a pas de taxi. Il n'y a pas de taxi-bus, les 207, il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul bus en commun. Le moyen de transport dans ma province, c'est le pied et la moto, si vous en avez la possibilité. Nous sommes au 21e siècle. Et il y a eu combien de gouvernements, avec combien de ministres des Transports qui se sont succédés. Et ça, ça ne doit pas être seulement dans ma province, mais je pense que sur les 26 provinces, il y a peut-être 20 provinces qui sont dans les mêmes conditions que la province du Kasaï oriental. C'est excessivement grave. C'est très grave. Et là, je m'adresse au chef de l'État. Lors de sa tournée, il a fait presque toutes les provinces. Il a parlé à vive voix à la population congolaise. Et cette population a cru en lui donnant un deuxième mandat. Et ça, la population l'a exprimé clairement en lui donnant 73,3 43 aux élections. C'est pour la toute première fois qu'on voit un président démocratiquement élu avec ce pourcentage. C'est une expression très claire de la population qu'il compte beaucoup sur le président de la République et qu'il attendent le président pour voir s'il va concrétiser effectivement sa vision. Mais la vision du chef de l'État va être concrétisée par le gouvernement. C'est le gouvernement qui va concrétiser, qui va rendre en acte la vision du chef de l'État.
Quel gouvernement, quel profil d'homme qu'on attend au gouvernement, à ce gouvernement qui va présider pour réaliser la vision du chef de l'État élu à 73%. Le peuple attend avec impatience ce gouvernement. Et il le dit chaque jour, dans les réseaux sociaux, sur le média, qui ne veulent plus voir les mêmes personnes, qui n'ont pas réussi, qui ont échoué. Parce que c'est vrai, on a vu la détermination, la volonté du chef de l'État à ramener la solution aux problèmes des Congolais. On a vu, accordez-moi une minute, on a vu le chef de l'État dans la gratuité de l'enseignement, dans le soin, ça commence à venir, dans la réparation de routes. Mais madame, dites-vous, les routes que le chef de l'État a commencées il y a 5 ans, est-ce qu'elles existent encore? Non, il n'y en a plus. Elles sont toutes abîmées. Cela veut dire que le choix des candidats qui vont être des ministres, ça doit être des hommes intègres. Pas des gens qui ont la boulimie de postes et de s'enrichir. Pas des hommes qui vont aller détourner le denier public. On a besoin des gens intègres, des gens compétents, qui savent ce qu'ils vont aller faire au gouvernement, qui savent quel est le premier geste qu'il va poser lorsqu'il est nommé ministre de. Quel est le premier geste que je vais poser pour répondre aux problèmes cruciaux de la population congolaise? Madame Manioka. Madame Arlette, merci beaucoup. Ça, c'est une question vraiment capitale. Parce que le chef a déjà eu ses voix, mais son pouvoir va être bien assis, bien exécuté, où le peuple doit se retrouver que dans la question gouvernementale. Moi, je me dis, peut-être qu'il faut 3 grands critères. J'aime bien dire d'abord vertébré, parce que vertébré nous a toujours accompagnés depuis l'époque Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Il faut un vertébré, mais ce vertébré doit être politique. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui a œuvré longtemps dans je ne sais quel système ou quel réseau des ingénieurs ou des constructeurs. Il faut un homme politique d'abord, parce que c'est important. Au-delà des politiques, ce politique doit être aussi revêtu des choses, de la caractéristique des technocrates. On peut tout dire, la formation, universelle, universitaire ou pas, mais une formation quelconque qui a une expertise qui donne un tout sur une culture, on va dire, générale. Parce qu'un Premier ministre, c'est un coordonnateur de l'action gouvernementale. Il doit être capable de savoir qu'est-ce qu'on fait à l'agriculture, comment j'oriente les ministres de l'agriculture. Le taux du dollar, il est constamment en train de se déprécier. Comment je vais faire avec orientation avec le ministre de l'économie, qu'est-ce que je dois faire avec les finances, le budget, le plan, la banque centrale. Voilà un peu des acteurs qui entrent dans cette ligne des choses de travail que pour préserver le cadre macroéconomique. Il faut un technocrate. Et j'ai dit, ce technocrate-là, il doit avoir une notion extrême, grande, bien précise de la question de mobilisation de recettes. Vous ne pouvez faire aucune politique si vous n'avez pas d'argent. Si les caisses de l'État sont constamment vides, si on n'arrive pas à accomplir les différentes assignations, avoir un budget conséquent, on ne saura pas faire la guerre. On ne saura pas, même si on dit accélérer les rythmes pour la femme, on ne saura pas accélérer sans fonds. On ne saura pas faire la guerre sans fonds. On ne saura pas continuer à soutenir le programme de la gratuité des études de nos enfants sans fonds. On ne saura pas se dire aujourd'hui, il faut soutenir la jeunesse. Demain, ceux qui sont à l'université, il faut quand même un minimum de contours. Un transport, les bibliothèques, le labo. On ne saura pas si on n'a pas de finances publiques. Et donc, il faut un vrai mobilisateur des recettes. C'est lui qui sait comment il va encadrer ceux de finances, ceux d'économie, ceux de plans. Et même ceux qui font le contrôle, comme
comme l'IGF, comme la Cour des comptes. Il faut ce genre de Premier ministre. Pas un Premier ministre assis constamment dans son bureau. Sur le terrain, on ne le voit pas. Pas un Premier ministre qui est simplement tous les jours assis dans son bureau. On ne le voit pas au Congo central, on ne le voit pas au Congo, on ne le voit pas au Bandundu, on ne le voit pas au Kasaï central, où il y a 63 têtes d'érosion. On s'est dit, on laisse le gouvernement provincial s'occuper. Il y a des travaux qui ne sont pas des travaux d'envergure du gouvernement provincial. Il faut que le gouvernement central s'en occupe. Et donc, il faut ce genre de Premier ministre bien assis dans sa peau, invertébré, politique et technocrate, mobilisateur des recettes. Madame Liliane, en un mot, nous avons largement épuisé le temps. Bon, moi je dirais, en tant que population, si je dois attendre la qualité en fait des personnes qui doivent constituer le prochain gouvernement, on peut dire qu'ils soient politiques, technocrates, comme vient de le dire Madame Ernestine, mais au-delà de tout, on veut que ce soit des personnes qui aiment le pays. Au-delà de tout. Ouais. Vous pouvez être technocrate, vous pouvez être tout ce que vous êtes, mais si vous n'êtes pas patriote, non, ça ne marchera pas. Parce que les personnes d'abord qui détournent de l'argent, ce sont des personnes qui ont des grands diplômes, ce sont des personnes que nous voyons tout le temps, nous sortir des vertébrés, comme Ernestine vient de le dire. Mais ce sont des personnes qui détournent de l'argent. Et puis, on doit payer les fonctionnaires, mais l'argent a disparu. C'est envolé carrément. Qui le fait? Non. Mais si nous aimons notre pays, j'ai l'amour de mon frère congolais, je n'aimerais pas le voir souffrir. Je n'aimerais pas le voir. Je me dis, il a des enfants, il a une femme. Comment va-t-il vivre sa vie? Non, 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 je dois payer. Je dois le payer. Les militaires sont là, ils sont au front. Ils souffrent. Oui, ils sont en train de se battre jour et nuit contre tout le monde. Ils sont en train de se battre contre les M23. Il y a les ADF, il y a toutes ces personnes-là qui sont là, qui détruisent la vie de ces militaires-là. Ce sont des jeunes parfois, ce sont des messieurs qui ont des femmes, qui ont des enfants. On s'est dit non, 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 on doit mettre les ressources, on doit mettre les moyens nécessaires pour permettre à ces personnes-là de pouvoir vivre en paix. Ce sont des personnes que nous voudrions avoir. Vous pouvez être tout ce que vous avez des diplômes comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas patriote, alors là, ça ne sert à rien. Madame Désy, on termine par vous. Merci beaucoup. Moi, je pense que pour le chef du gouvernement, en tant que défenseur de la population, je souhaiterais que celui qui va être chef du gouvernement de notre pays soit celui-là qui met l'intérêt de la population au centre de toutes ces actions. Puisque si nous avons un Premier ministre qui pense au bien-être de la population, il pourra travailler avec des gouvernements, des ministres qu'il va contrôler. Il est impensable de voir par exemple un Premier ministre qui n'a jamais été au Kasaï pour constater ce que notre sœur a constaté. Il faut un Premier ministre qui est à même de contrôler ces ministres, de contrôler dans tous les secteurs de la vie. Puisque tous les ministres là englobent le secteur de la vie de la population. Il y a les droits économiques et socio-culturels qui doivent être au centre de ces mandats, même je peux dire. La population parle du social, de la paix. Un Premier ministre qui est à même de regarder les conditions pour défendre l'intégrité territoriale. Il doit se déplacer comme Madame Ernestine l'a dit. Il doit être à même un homme de caractère, qui n'est pas un homme de terrain d'ailleurs. Un chef du gouvernement doit être un homme de terrain. 5 ans quand même, tu dois circuler les 26 provinces. Même au niveau de Kinshasa, on ne vous sent même pas que vous contrôlez même ce qui se passe au siège des institutions. Nous ne voulons pas un Premier ministre de bureau. Il doit descendre sur le terrain, nous, de la société civile. Nous sommes des terrains comme ce qu'elle a constaté. On doit pouvoir arriver à contrôler, à dire non, le Premier ministre est arrivé dans telle province. Avec autant de ministres. Il est allé contrôler même les gouverneurs. C'est ça. Pourquoi un laisser aller et la population se retrouve sans assistance? Aujourd'hui, le peuple se trouve comme des orphelins,
la population de l'Est, c'est la guerre, personne n'en parle. Les Kinois aiment bien le dire, Mboka Banaban. Je vous dis grand merci, c'est un réel plaisir de débattre avec vous sur ce plateau du 8 mars. Oui, ça fait débat au féminin. Nous avons vu Madame Véronique Tchala-Bébel qui est doctorant en économie monétaire internationale, ambassadrice universelle de la paix, vice-présidente du regroupement AACRD et présidente du parti politique ANCI, et Madame Ernestine Nyoka Kaïba qui est avocate à la Cour, vice-ministre honoraire en charge du budget, présidente nationale du parti Congrès des Patriotes Démocrates CPD en sigle, et puis du regroupement politique AABG, Madame Liliane Iranga qui est présidente de la fondatrice qui porte ce nom, Liliane Iranga, et puis Madame Désifora de la société civile. C'est un réel plaisir, mes téléspectateurs, dans l'attente du prochain gouvernement, mais surtout du retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les dames l'ont dit, nous voulons d'un chef du gouvernement patriote qui sache travailler avec la communauté invertébrée, mais surtout qui est un homme de terrain. C'était un grand plaisir de rester avec vous pendant tout ce moment. On va se retrouver avec vous, mes téléspectateurs, très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.